Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission produite en partenariat avec l'Académie catholique de France. Officiellement, en Occident tout du moins, l'esclavage tel qu'on le conçoit historiquement a été aboli. Mais qu'en est-il dans la réalité? Quand on parle d'esclavage moderne, de quoi parle-t-on réellement? N'a-t-on pas tendance à établir des ressemblances entre des situations au front très différentes? Et quel est le discours de l'Église en la matière? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Roger Bott, anthropologue, chercheur au CNRS. Bonjour monsieur, vous êtes spécialiste de l'esclavage en Afrique et dans le monde musulman. À vos côtés, Olivier Grenouillot, bonjour. Bonjour. Historien, membre du centre Roland Mounier Sorbonne Université, et également présent sur ce plateau, Jean-Louis Schlegel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de la revue Esprit et sociologue des religions. Et monsieur Grenouillot et monsieur Schlegel sont tous deux membres de l'Académie catholique de France. Alors, quand on évoque le terme d'esclavage, ce qui vient à l'esprit souvent, ce sont les modèles gréco-romains, c'est l'esclavagisme colonial européen, ce sont les systèmes mis en place en Amérique et aux Antilles, autant de références qui donneraient à penser que l'esclavage, aujourd'hui, tout au moins sous cette forme, n'existe plus. Roger Bott, est-ce le cas? L'esclavage a-t-il disparu? L'esclavage stricto sensu, oui, comme on l'entendait autrefois, a disparu. Il existe maintenant une notion extrêmement ambiguë, mal définie, esclavage moderne, qui a eu un succès, qui a un succès médiatique extrêmement important, qui est repris constamment et qui ne répond à aucune définition véritablement scientifique. C'est une notion qui est appliquée à diverses situations contemporaines de suggestion et de mise au travail dans un grand fourre-tout sémantique où se mêlent toute une série de formes d'exploitation au travail. C'est une expression qui réfère à un usage métaphorique de la notion d'esclavage et qui renvoie à l'esclavage antique ou à l'esclavage tel qu'il était pratiqué au XIXe siècle, et donc qui a un modèle ancien, comme si ce modèle se perpétuait encore aujourd'hui. Or, en réalité, on ne peut pas, ce sont des périodes historiques extrêmement différentes et on ne peut pas les comparer. Donc, si vous voulez, dernier point, l'esclavage moderne, pour moi, est une notion idéologique servant à légitimer un projet économique libéral dans nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire à rejeter vers le non-capitalisme des formes d'exploitation du travail humain qui sont des formes d'exploitation contemporaines. Alors, on va revoir toutes ces notions que vous venez d'énumérer durant le cours de cette émission. Moi, j'aimerais savoir, ce que vous dites notamment, c'est que la servitude, bien au contraire, s'est internationalisée. Et quelles sont les différentes formes d'esclavage telles qu'on les connaît aujourd'hui, notamment comment les décrit la Commission des droits de l'homme de l'ONU? C'est extrêmement vaste. Ce sont toutes les formes de mise au travail sous contrainte entrent dans cette définition les mutilations sexuelles, Ouais. la prostitution, le travail des enfants, toute une série de formes de mise au travail qui rentrent dans cette définition, enfin dans cette notion telle qu'on la pratique. Voir le travail, le mariage forcé. Oui, le mariage aussi, forcé, etc. Oui. voilà. Donc en fait, le panel est assez vaste. Et ce que vous dites aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir une définition juridique de ce qu'est l'esclavage. Oui, il n'y en a pas. En tout cas, en France, depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, aucune loi ne condamnait l'esclavage. Alors, il y a eu une avancée en 2013. L'Assemblée et le Sénat ont voté une loi définissant à la fois l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Loi qui a du mal à s'appliquer aujourd'hui. Pour quelle raison? Le dernier cas d'esclavage dit moderne, qui a été jugé à Nanterre au mois d'août, donc cette année, un couple employant un domestique mal payé, enfin, etc.,
Ce couple a été condamné à 2 ans avec sursis pour traite d'êtres humains, parce que l'employé était étranger, travail dissimulé et faux papiers. Il n'y a aucune référence dans ce jugement à l'esclavage et donc à la loi qui a été passée, ni à la servitude, ni au travail forcé. La définition de l'esclavage étant d'autant plus complexe, sa définition juridique est d'autant plus difficile à définir, en fait, à établir en tout cas. Oui, en tout cas, là, on a un texte juridique qui l'établit, qui est inscrit dans le code pénal, mais apparemment, on a du mal dans les tribunaux à appliquer la loi. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous définissiez tout à l'heure, le fait que sous le terme esclavage moderne, on mélange un peu différentes formes d'exploitation, de servitude. Voilà. Quelle est la conséquence de cet usage abusif de ce terme d'esclavage, selon vous, et comment est-ce qu'on peut éviter de mettre dans le même sac toutes ces pratiques qui visent à asservir l'homme ? Je crois qu'une des fonctions de la notion, c'est justement de renvoyer à des situations archaïques, de faire croire que c'est quelque chose qui doit être ramené au passé et qui n'est pas des situations contemporaines et dues au système économique dans les pays développés aujourd'hui. L'analogie, je vais arriver à le dire, l'analogie là, est là pour créer la polémique, elle est là pour faire réagir. Olivier Grenouillot, c'est pas nouveau de faire des analogies entre l'esclavage tel qu'on le connaît, les modèles notamment coloniaux européens, et puis ce qu'on vit aujourd'hui, ces formes d'asservissement moderne. Oui, tout à fait. On pourrait dire que d'ailleurs la notion d'esclavage moderne, elle apparaît au moins dès 1839, à l'époque où Félicité de Lamennais publie De l'esclavage moderne. Et donc, dès le départ, dès cet ouvrage, finalement, cette notion est instrumentalisée de part et d'autre. Pour Lamennais, considérer que les prolétaires de l'âge industriel ressemblent à des esclaves, c'est un moyen d'alerter l'opinion publique et de se dire, voilà, il faut s'intéresser au sort des ouvriers. À la même époque, inversement, des esclavagistes opèrent aussi la comparaison esclaves prolétaires, mais évidemment pour d'autres raisons. Ils disent que leurs esclaves, à eux, sont mieux traités que des prolétaires, et donc c'est un moyen de légitimer le système esclavagiste. Puis dans l'affaire, les ouvriers eux-mêmes sont un petit peu divisés. Beaucoup d'ailleurs ne se prononcent pas, n'ont pas d'idée sur l'esclavage. Certains, comme en Angleterre, dans les années 1840, vont boycotter des meetings abolitionnistes parce qu'ils considèrent que finalement, en parlant de l'abolition de l'esclavage aux colonies, on détourne l'attention en Angleterre des problèmes du sort des ouvriers. Voilà. Et inversement, d'autres ouvriers en France, en 1844, signent une pétition dans laquelle ils protestent, c'est le terme qui s'utilise, ils protestent contre l'assimilation de l'esclave et de l'ouvrier. Parce que, disent-ils, et à mon sens, ils ont tout à fait raison, l'ouvrier s'appartient. Voilà. Et donc, dès le départ, dès le milieu du XIXe siècle, cette expression, elle est d'usage polémique. Et je rejoins tout à fait ce que Roger Bott disait, c'est un fourre-tout idéologique. Alors peut-être ma seule nuance, c'est que malgré tout, je pense qu'il y a aujourd'hui de véritables esclaves. C'est-à-dire que, et c'est le problème de cette... Quand vous dites véritables esclaves, quel critère, selon vous, est dominant, est important pour définir un esclave au sens historique du terme, tel qu'on l'est ? Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la définition de l'esclave, mais je dirais que, par exemple, aujourd'hui, on peut traiter d'esclave moderne un marin abandonné par son armateur dans un port sans salaire, ou un ouvrier de chez Amazon qui a un bracelet, on lui dit qu'il faut qu'il porte à tout prix un bracelet pour le localiser en temps réel et savoir ce qu'il fait. On parle d'esclavage. À mon sens, ce n'est pas du tout l'esclavage, comme disait Roger Bott, ce sont des formes d'exploitation du capitalisme, je dirais même moderne. Par contre, une domestique à qui son patron enlève ses papiers, et dans un pays comme le nôtre, pas de papier, on n'a pas d'identité, ça fait que cette personne est possédée de fait par le maître. Si ce maître... Entravé dans sa circulation. Voilà, entré dans sa circulation. Et souvent, ces personnes, finalement, sortent à peine de la maison. Et si on peut tout lui demander, finalement, cette personne, sa situation s'apparente à celle de véritables esclaves. Donc, c'est un petit peu le problème de cette expression, c'est qu'elle permet, finalement, et conduit à masquer des situations
d'exploitation de l'homme qui ne sont pas d'esclavage et de vraies situations d'esclavage, à mon sens. L'analogie forcément appauvrit le terme esclavage. Jean-Louis Schlegel, qu'est-ce que le sociologue que vous êtes peut apporter à cette définition de l'esclavage moderne? Beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, qui relèvent aussi, pas seulement de l'histoire, mais de la sociologie. Effectivement, je suis frappé aujourd'hui de ce que l'indignation aujourd'hui contre l'esclavage est universelle. Hein. Au fond, personne n'approuve plus aucune forme d'esclavage, donc l'indignation est générale. Mais disons, le risque, on l'a déjà souligné, c'est que on banalise un peu l'esclavage, hein, c'est-à-dire toute forme d'exploitation par le travail. Hein, on a donné quelques exemples déjà, mettons. On y reviendra sur ces exemples. Voilà, on y reviendra certainement. Donc, mais disons, les exploitations par le travail, je partage un peu l'opinion de M. Grenouillot. Je ne sais pas, il y a cette expression d'un ouvrier de 1848, sauf erreur, hein, qui dit « je m'appartiens ». Et cette expression a été souvent reprise, au fond, tant que quelqu'un peut dire « je m'appartiens », il n'est pas esclave. Il n'est pas esclave. Ce serait le critère de la définition de l'esclavage. Ce critère subjectif est quand même relativement important parce que, en général, celui qui s'appartient a encore des relations. Il a des relations éventuellement familiales. Hein. Il peut, disons, aujourd'hui, là où il peut encore téléphoner à des amis. Il est dans un réseau de relations. Et presque pour employer le langage de Marx, il peut avoir une conscience de classe. C'est-à-dire, il peut mener des combats pour lutter contre sa situation d'esclavage, entre guillemets, ou disons plutôt d'exploitation. Mais c'est vrai que la personne qui est privée aujourd'hui, mettons, de ses papiers d'identité, qui ne peut plus communiquer avec aucune famille, avec aucun proche, c'est vrai que là, on se rapproche quand même, en quelque sorte, d'une situation de l'esclave antique qui lui aussi était privé, au fond. C'était presque un être unique que le maître pouvait traiter finalement comme un objet. Comme un esclave, c'est-à-dire comme quelqu'un qui pouvait exploiter totalement et au fond, qui ne pouvait plus avoir aucune relation de protestation avec un autre. Enfin, je comprends quelque chose de ce genre-là. Maintenant, en même temps, je trouve aujourd'hui cette indignation universelle va quand même dans le sens de la banalisation. C'est toujours le problème de l'universalité. Oui, mais je pensais un peu, si vous voulez, à ce mot. Regardez le mot. Ce mot employé maintenant aussi par moments à tort et à travers le mot génocide. À force de l'employer, on lui enlève quand même quelque part son sens. C'est tout le problème des références historiques à des moments forts de l'histoire qui atténuent la force de ce moment historique. Moi, j'aimerais qu'on essaie d'approfondir encore cette distinction entre esclavage et forme d'exploitation de l'homme à travers le temps. Olivier Grenouillot, quelle définition, vous avez commencé à le dire, en donneriez-vous de cette... comment est-ce qu'on peut distinguer l'esclavage des formes d'exploitation, et même actuelles, hein, je n'allais pas dire moderne parce que le terme est aussi trop utilisé, mais actuelles. Vous parliez d'Amazon. C'est une forme d'exploitation selon vous? C'est une forme d'exploitation de l'homme, bien sûr, mais ce n'est pas de l'esclavage. Alors, je dirais que, d'ailleurs, il est très difficile de définir l'esclavage et il n'y a pas vraiment consensus en la matière. Mais d'un autre côté, je dirais qu'il est tout à fait indispensable d'essayer de définir l'esclavage. Certains nous disent que ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Mais je dirais, en reprenant ce que disait Engels en 1878, quand il parlait de l'esclavage, il disait il est normal, légitime, nécessaire de s'indigner contre l'esclavage et contre toutes ces choses ignobles qui ressemblent à l'esclavage. Ensuite, il ajoutait, par contre, ça ne suffit pas. Si on veut combattre l'esclavage, il faut comprendre ce que c'est, etc. Et pour comprendre, il faut commencer par définir. Voilà. Alors, en 2014, je crois, j'ai publié un livre intitulé « Qu'est-ce que l'esclavage ?» et pour moi, finalement... je me suis intéressé plutôt d'ailleurs à l'esclave qu'à l'esclavage. Et j'essaie de trouver une définition qui permette finalement de coller à des réalités différentes, qui puissent être acceptables finalement dans la Chine ancienne, dans la Rome ancienne, aujourd'hui, ou dans l'Amérique coloniale. Et finalement, je suis arrivé à l'idée que finalement, l'esclave pouvait se définir par 4 éléments définissants qui peuvent se combiner de manière très différente. Et donc des combinaisons nombreuses et variées qui donnent naissance à des formes d'esclavage également différentes. Mais on retrouve toujours les 4 éléments.
Alors, Le premier élément, à mon sens, l'esclave, c'est la personne qui est autre ou considérée ou transformée en un autre absolu. Deuxième élément, cette personne considérée comme un autre, transformée en un autre, eh bien, elle est possédée de fait par un maître. Je préfère d'ailleurs, pour en discuter, la question de la possession plutôt que la question de la propriété. Et cette personne qui est autre, possédée par un maître, possédée dans sa totalité, c'est pas sa force de travail, c'est l'être qui est possédé. Et bien cette personne, comme le disait Max Weber, avec le concept d'utilité, on peut tout lui demander. Tout. L'homme, l'esclave, c'est l'homme, la femme ou l'enfant à tout faire. On peut être nourrice, on peut être précepteur, soldat, eunuque, on peut être domestique, pêcheur de perles, fonctionnaire. Certains esclaves peuvent vivre mieux que des libres, d'autres pas du tout, parce que l'esclavage, ce n'est pas lié uniquement aux conditions de vie. Et puis quatrième élément, il découle les trois premiers, quelqu'un qui est considéré comme un autre radical, qui est possédé par un maître, à qui on peut tout demander, et bien finalement son humanité, elle est mise en quelque sorte en sursis. C'est un homme, une femme, un enfant, frontière. Et le maître, il y a toujours évidemment des réglementations plus ou moins rigides, mais même dans les systèmes où l'esclavage est régi par des textes, c'est une relation maître-esclave. Et souvent le maître fait ce qu'il entend. Et le maître peut considérer son esclave comme un homme, comme une chose ou comme une marchandise. Voilà. C'est pour ça que l'esclave est un homme, à mon sens, un sursis, mais qui reste toujours un homme. Par nature. Par nature. Et puis, si ce n'était pas un homme, il ne serait pas utile à son maître. Il reste un homme aussi pour diverses raisons. Première raison, c'est que une société esclavagiste est soumise à de fortes tensions et que les maîtres développent une idéologie plus ou moins paternaliste, entre guillemets, et donc lâchent du lest dans les sociétés, donc une sorte de renaissance sociale. Et puis aussi, et surtout, l'esclave reste et demeure un homme par son agentivité, comme disent les anglo-saxons, par ses formes de résistance, par le lien social qu'il recrée, par sa culture, etc. Voilà. Donc à mon sens, ces quatre éléments, encore une fois, peuvent se combiner de manière très différente. Il suffit d'un élément pour qu'on considère que... Les quatre à la fois. Il faut que les quatre à la fois soient présents. Et la situation de la domestique dont on parlait tout à l'heure, elle peut réunir ces quatre éléments. Jean-Louis Schlegel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de critères? Oui, je consonne pas mal. J'ai quand même l'impression que toujours dans l'esclavage, alors après, c'est peut-être une question de degré, quelque part chez l'esclave, son humanité lui est enlevée. À un degré extrême, absolu, ou à un degré plus relatif. À ce moment-là, on peut effectivement ranger peut-être des formes d'exploitation de travail aujourd'hui dans une forme d'esclavage. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que dans nos têtes trotte quand même le fait que l'esclave absolu a été celui de la traite. Celui qui est vendu, acheté, racheté, revendu, c'est-à-dire qui est réduit à une marchandise. Alors, j'ai lu à l'occasion de cette émission un texte que je n'avais jamais lu, c'est l'encyclique In Plurimis, donc de Léon XIII en 1888, qu'il a publié à l'occasion de l'abolition de l'esclavage au Brésil, dernier pays catholique à supprimer l'esclavage. Alors lui, ce qui m'a frappé, mais là peut-être les spécialistes pourront préciser la chose, dans l'encyclique, il dit les esclaves sont réduits au rang d'animaux. J'aurais plutôt dit, peut-être dans une tradition plus économiste, plus marxiste même, il est réduit à un objet, à une marchandise. Le pape dit il est réduit au rang d'animal. Alors, mais il y a l'idée que l'humanité est mutilée, enlevée à ceux qui sont esclaves. Voilà, moi c'est un peu là que je trouve une certaine forme d'universalité de cette idée. Maintenant, on peut dire aussi, après tout, il y a bien des situations qui ne sont pas des situations d'esclavage où l'humanité est mutilée. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à trouver une espèce de critère universel qui ne s'appliquerait qu'à cette situation-là. On a bien compris que la complexité de la définition de l'esclavage et du statut juridique de l'esclave est un des deux obstacles justement à cette abolition. Roger Bott, que pensez de ces critères que vient d'énumérer Olivier Grenouillot? Vous êtes... Oui, je suis d'accord avec les critères. Simplement, je soulignerai un point, ou je mettrai l'accent sur un point particulier, c'est que
l'esclavage se transmet de manière héréditaire. C'est-à-dire que l'esclave transmet son statut. Et pour moi, c'est ça qui différencie l'esclave classique de la domestique aujourd'hui. Et par rapport, par exemple, au prolétaire, le prolétaire n'est pas normalement privé de sa famille, alors que l'esclave est privé de sa famille. Ses enfants ne lui appartiennent pas. C'est aussi une distinction fondamentale par rapport au prolétariat dont il était question tout à l'heure. Et je crois que peut-être que pour approcher la définition, il faut revenir sur la question de travail. Et revenir, pour les Grecs, par exemple, être libre, c'était ne pas travailler. Et cette question-là traverse toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, notamment, et en particulier, pendant tout le Moyen-Âge, le travail était d'une punition à cause du péché originel. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'on commence à... que la notion de travail commence à s'autonomiser. Et comme on le disait à l'instant, c'est à partir de Marx que le travailleur apparaît libre, comme un être, comme ne vendant que sa force de travail et étant lui-même complètement libre de son corps et de sa vie. Olivier Grenouillot, vous avez évoqué les différentes transformations du travail, les nouvelles formes de capitalisme qui aboutissaient non pas à une forme d'esclavage nouveau, mais en tout cas à une forme d'exploitation de l'homme. Quelles sont ces formes d'exploitation et aujourd'hui encore plus aujourd'hui, et j'ai en tête notamment ce qu'on appelle l'ubérisation du travail, on assiste à des nouvelles formes, des naissances de nouvelles formes d'exploitation. Oui, alors on a tendance à considérer que toute mutilation de la liberté aujourd'hui est de l'esclavage, parce que l'esclavage est devenu la référence de la forme ultime d'exploitation. Et donc, si on se plaint de quelque chose, on se réfère à l'esclavage. Hein. Mais je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est impossible aujourd'hui de dire combien il peut y avoir d'esclaves dans le monde, puisqu'on ne s'entend pas sur une définition. Hein. Mais il y a des chiffres qui courent ici ou là, qui font état de 20, 30, 40 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde. Alors, ceux qui écrivent cela, ils pensent à quoi? Ils pensent à des formes qui, pour moi, ne sont pas d'esclavage, mais de travail forcé, dans les mines, par exemple. Il y a des formes d'esclavage domestique, entre guillemets. Je n'aime pas l'expression. Entre guillemets, parce que ça fait référence à des formes d'esclavage anciennes. Et donc, il y a des vestiges, si vous voulez, de l'esclavage ancien ou traditionnel. Et puis, il y a des formes nouvelles d'esclavage, et qui, comme le disait très bien Roger Bott, la différence fondamentale avec les formes anciennes, c'est la non-transmission héréditaire. Hein. Avec des esclaves, on discutait tout à l'heure, il en parlait, mais il peut le relire mieux que moi, des Chinois qui sont dans les circuits de traite et qui travaillent pendant quelques années pour rembourser leurs dettes. Et donc c'est l'esclavage, entre guillemets, à temps, hein, temporaire. Hein. En espérant qu'à la fin, ils puissent récupérer leurs papiers et leur famille. Voilà, en espérant. Voilà. Donc à mon sens, aujourd'hui, il y a des cas réels d'esclavage et quantité de formes qui sont des formes d'exploitation de l'homme. Et le capitalisme s'ingénie à en inventer de nouvelles et à transformer finalement des signes de liberté en des signes d'aliénation nouvelles. C'est-à-dire que la capacité de l'homme à s'affranchir de ses limites, capacité que Marx lui-même admirait comme Engels, ça permet aussi d'asservir un peu plus l'homme. Oui. Alors simplement, là on dit capitalisme, mais je me demande si, après tout, dans les pays du socialisme réel, qui ne se prétend pas capitaliste, l'exploitation ou l'oppression ne peut pas encore être pire. Je dis ça parce que on voit bien que l'aspect très fortement idéologique du mot, quoi, c'est-à-dire il peut servir dans tous les sens, à tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut effectivement que peut-être cette émission est utile dans la mesure où on essaie de faire une critique de l'emploi du mot. Moi, en tant que sociologue, c'est ce qui me frappe quand même le plus finalement, c'est que c'est un mot extraordinairement employé et nous disons, mais au fond, mais qu'est-ce qu'il signifie au juste?
On a perdu le sens de la C'est-à-dire, signification de l'esclavage. c'est tout à fait étonnant, quoi. C'est l'inflation du mot et la difficulté de le définir. Parce qu'il prend des formes tout à fait multiples, constamment nouvelles. On a l'impression d'ailleurs que l'inventivité pour exploiter les autres humains n'a pas de limite. Hein. C'est finalement ça le constat que nous devons faire. Et, c'est plus propre à l'être humain qu'à des formes oui, d'organisation de la c'est-à-dire, société du travail que sont le capitalisme ou le socialisme. La réification d'autrui, c'est-à-dire la réduction d'autrui, mais ça peut même se passer du reste dans le cadre domestique, la réduction d'autrui à une chose ou à une simili-chose ou à quelque chose qui s'en rapproche, là on touche quelque chose, je trouve quand même, de profondément humain, hélas. Roger Bott. Oui, je vais revenir peut-être sur une définition entre esclavage et travail forcé, mais je voudrais revenir sur un cas d'esclavage contemporain, réel. L'État islamique, en 1994, a saisi près de 5000 fillettes, femmes et jeunes filles yézidis, et les a réduites en esclavage sous la forme la plus traditionnelle de ce que cela veut dire, c'est-à-dire revendues, etc., exploitées sexuellement. On a donc là un cas tout à fait contemporain, en dehors du monde musulman et de la notion d'esclavage moderne, mais on a là une réalité brute et un exemple d'esclavage au sens strict du terme. On a aussi, nous, en tête les images de ces hommes venus notamment d'Érythrée ou d'Afrique noire, vendus sur des places, un marché libyen. Ces images avaient fait le tour du monde et à cette occasion-là, on s'était rendu compte que ces réfugiés qui venaient de pays en guerre étaient réduits. On assistait à la renaissance de cette forme d'esclavage telle qu'on l'entend historiquement. L'esclavage, dans cette forme-là, absolue, existe encore de nos jours. Oui, je serais plus sur l'exemple libyen, oui. Les sources sont peu vérifiables. C'est une journaliste américaine de CNN qui a révélé l'affaire. On sait dans l'imaginaire américain comment le marché d'esclaves est présent. Vous serez prudent avec cet exemple-là. Oui, sous réserve de... Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes des spécialistes de la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, il y a des formes d'esclavage dans le monde qui approchent au plus près de cette forme d'esclavage qu'on connaît historiquement? Oui. Peut-être Olivier Grenouillot, puis après je vous repasse la parole, monsieur. Non, mais je partage ce que disait Roger Bott sur l'interprétation que l'on peut faire du cas libyen, mais au-delà du cas libyen, il parlait finalement des femmes ou fillettes yézidis. Il y a des femmes du Sénégal qui sont vendues aussi dans certains Émirats arabes. Il y a des formes d'esclavage. Donc, il y a, en Thaïlande, les formes d'esclavage sexuel, finalement, sont bien récentes, contemporaines, mais elles se fondent également sur des pratiques ou des traditions qui remontent au XVIIIe siècle, voire avant. Et donc, il y a à la fois ressurgence, parfois, je dirais presque brute, de formes d'esclavage anciennes. Il y a parfois renouvellement, apparition de nouvelles formes d'esclavage à partir, finalement, d'éléments qui préexistaient. Et puis, il y a aussi de nouvelles formes d'esclavage, celles qui ne sont pas finalement liées à une transmission héréditaire. Donc, il y a aujourd'hui des types d'esclavage très différents, à mon sens. Oui, pour les exemples donnés, évidemment, j'ai l'impression que pour les yézidis, c'est absolument incontestable. Évidemment, commis par un... je ne sais pas comment il faut dire, par un groupe islamiste totalement fanatisé. La volonté était d'asservir, voilà. d'humilier, d'asservir et tout à fait, voilà. Et avec une volonté vraiment de recommencer les formes d'antan imaginaires, peut-être d'un califat totalement imaginé aussi. En revanche, je suis un peu comme vous, M. Boss, je me méfie aussi des images d'Internet, parce que les images, quand même, on aimerait toujours savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé avant les images, hein, c'est-à-dire, on aimerait savoir avoir un récit. On aimerait avoir un récit un peu plus long. Hein, donc, quand on a des récits très courts en images, j'ai tendance à me méfier aussi, parce que je dis que ce sont des sources
incertaine. Au-delà de l'exemple que je viens de donner, moi, ce que j'entends, et là, vous êtes d'accord tous les trois, c'est que l'abolition de l'esclavage aujourd'hui est un leurre. Oui, moi, je réponds simplement. En effet, j'ai l'impression que c'est un leurre, c'est-à-dire... enfin, ce n'est pas un leurre, c'est extrêmement important que quand même l'esclavage soit officiellement aboli, ait été aboli un jour et que tout le monde le sache. Je pense que plus personne ne peut ignorer qu'il est aboli. En revanche, que des pratiques esclavagistes, on vient de dire à des degrés divers et même parfois à des degrés très avérés existent, oui, ça, et même sont constamment réinventés. Roger Bott. Oui, l'abolition de l'esclavage est une avancée considérable. Mais c'est une mesure juridique. C'est quelque chose qui ne supprime pas les conditions d'existence, les contraintes, la misère. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un acte qui est posé, on abolit un acte juridique qui est posé, et juridique, qui mais qu'après que ça rentre dans les mœurs, dans la société, et qu'ils retrouvent ou trouvent des droits équivalents aux hommes libres, entre guillemets, il y a tout un pan de temps qui peut s'écouler. C'est quelque chose qui met hors la loi une institution, avec des formes qui se perpétuent, comme le disait tout à l'heure Olivier Grenouillot, et en même temps des imaginaires qui se perpétuent dans les sociétés à travers l'expérience historique qui a eu lieu dans les territoires d'outre-mer aujourd'hui français. Cet imaginaire de l'esclavage continue à créer un certain nombre de situations, de réactions, d'autant que qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848 dans les territoires... En France, oui, aux Antilles, la citoyenneté des habitants de ces territoires n'était pas totale. Les gens sont restés... ces territoires sont restés des colonies jusqu'en 1946. Et donc, on avait là des colonies, des libérés colonies, enfin des colonisés libérés. Ils avaient un statut qui était entre dérogatoire par rapport à celui de la métropole. Et donc, se sont perpétués tout ce qui faisait le système esclavagiste, sucrier, la propriété des plantations, etc. Tout ça est resté sans avoir été démantelé. C'est le cas aussi aux États-Unis. C'est le cas aux après évidemment. La guerre de sécession qui a vu la libération des esclaves, mais qui après sont restés sur les exploitations agricoles, souvent parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix en fait, économique. Oui, et puis en plus, aux États-Unis, on a eu toute une série de retours en arrière où les anciens maîtres essayant de revenir sur les lois qui avaient été promulguées, de limiter la citoyenneté des esclaves, le droit de vote, toute une série de choses, si bien que véritablement le phénomène d'émancipation, enfin de l'abolition pour les États-Unis, c'est les droits civiques dans les années 60, c'est-à-dire 100 ans finalement après l'abolition juridique. D'où le discours célèbre de Martin Luther King qui dit voilà, nous sommes pas libres. Et alors en France, il y a aussi eu des allers-retours. On fait une petite parenthèse historique quand même, parce que vous parliez de 1848, mais l'esclavage en France avait déjà été aboli durant la Révolution. Oui, l'esclavage est aboli une première fois en 1894 et Bonaparte, sous la pression des milieux antillais notamment, Il était marié à Joséphine à l'époque. Exactement. Ça devait aider. Rétablit l'esclavage en 1802. Et à l'identique, c'est-à-dire selon les lois qui étaient celles en vigueur auparavant. Olivier Grenouillot. Je confirmerai le fait que l'abolition, je dirais, juridique, formelle, légale de l'esclavage ne transforme pas immédiatement les mentalités et l'univers économique. Mais par contre, dans l'histoire de l'humanité, l'abolition en droit de l'esclavage, c'est une vraie révolution. On considère que l'esclavage aurait été inventé, entre guillemets, au néolithique. Hein. Et on pense souvent à tort que l'esclavage, longtemps, il allait de soi. Ce qui est faux. Si on inventait des arguments pour légitimer l'esclavage, c'est qu'il n'allait pas de soi. Et la première théorie dite de l'esclavage naturel qui nous soit connue, c'est celle d'Aristote. Or, on sait qu'Aristote, en fait, en écrivant cela, il répondait aux objections de quelques sophistes dont on ne connaît pas l'identité. Donc l'esclavage a toujours posé problème. Mais je dirais que pendant des millénaires, on a trouvé des moyens de s'en accommoder. Hein, c'est ce que j'appelle l'ère de la casuistique. Et
Au mieux, on essaie d'adoucir le sort de certains esclaves, d'en affranchir d'autres, et finalement, plutôt dans un but de renforcement de l'efficacité du système esclavagiste. Alors, à partir de la fin du XVIIIe siècle, quelques personnes, peu nombreuses, des deux côtés de l'Atlantique, commencent à penser qu'on va non pas réformer l'esclavage, mais abolir la traite esclavage comme système. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, sur la pensée, c'est une révolution. Voilà. Vraiment une révolution, d'ailleurs, qui, au départ, est en partie occidentale et qui ensuite essaime à travers le monde. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le poids de l'Église catholique dans ce phénomène abolitionniste. Quelle est la position officielle de l'Église dans ce mouvement, Roger Bott? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de doctrine, que l'Église n'a pas véritablement de doctrine. Elle a été très hésitante dans ce domaine-là. Comment est-ce que vous qualifieriez? Si on considère la traite atlantique, c'est-à-dire qui a duré depuis le XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, il y a un certain nombre de bulles ou de lettres encycliques de la part des papes, mais qui condamnent essentiellement la traite. Et pas l'esclavage. La traite négrière et pas l'esclavage. L'Église a fait, dans un premier temps, une distinction entre la traite négrière et l'esclavage. Oui, il ne fait même pas de distinction. Enfin, il est très peu question de l'esclavage. Et d'ailleurs, dans tous les pays chrétiens, pendant toute cette période, l'esclavage existe. L'esclavage existe en Espagne, au Portugal, en Italie, du XVe au XVIIIe siècle, pratiquement. Et l'Église, les membres de l'Église sont eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Les évêques, les chanoines... C'est compliqué d'être juge et maître. Hein. Oui. Et parti, pardon. Dans une ville comme Cordoue, au milieu du XVIIe siècle, 17% des propriétaires d'esclaves sont des ecclésiastiques. Donc on a une réalité, on a un certain nombre de textes, et en même temps, il y a une réalité concrète. Donc l'Église, en tout cas, dans un premier temps, entérine ce système. Mais qu'est-ce qui a fait évoluer le discours de l'Église aujourd'hui, qui condamne, aujourd'hui et même avant, l'esclavage en tant que tel? Olivier Cornouillon. Moi, je dirais qu'il y a une contradiction évidente entre le message d'amour du christianisme et puis la réalité des pratiques esclavagistes, avec le fait que l'institution, l'Église, ait parfois profité de l'esclavage, et le fait aussi que parfois, parmi les arguments pour légitimer l'esclavage, on a eu des arguments religieux. Hein. Et je dirais qu'il y a deux doctrines qui s'affrontent un peu. L'une qui est donc hyper critique et qui considère que l'Église n'a jamais rien fait et au contraire a encouragé le système. Hein. Puisqu'elle en faisait partie. Voilà, partie prenante. Et une autre qui, au contraire, considère que finalement le message abolitionniste était en germe dans le message christique et qu'ensuite il s'est développé presque naturellement et que donc ce message devait naturellement conduire avec le temps à l'abolition. En fait, ce sont deux interprétations, à mon sens, critiques hagiographiques qu'il faut sans doute dépasser. Hein. Et on ne peut pas, à mon sens, donner une réponse sur l'attitude de l'Église ou du christianisme par rapport à l'esclavage. Pas de réponse générale, mais je parle plutôt de moments historiques. C'est-à-dire à différentes époques, différents éléments se sont combinés pour faire qu'à telle époque, on a une attitude différente d'une autre par rapport à l'esclavage. Je prendrai, on peut prendre plusieurs exemples, hein, mais si on prend le cas finalement du monde antique, il y a à la fois un enfermement théologique et des ouvertures pratiques. L'enfermement théologique, saint Paul, il y a un double esclavage. L'homme est esclave du péché, et pour se libérer de l'esclavage du péché, l'homme doit devenir esclave de Dieu. Et donc, pour saint Paul, l'esclavage de Dieu est un processus de libération hein, dans l'au-delà. Enfermement théologique, parce qu'avec saint Augustin, finalement, l'esclavage n'est plus un processus de libération, mais là, on considère, saint Augustin s'intéresse à la société terrestre, et dans ces sociétés terrestres, l'esclavage, c'est la sanction du péché, c'est voulu par l'ordre providentiel de Dieu, et c'est un état dans lequel on reste. Et je dirais que même saint Paul, d'ailleurs, dans la lettre à Philémon sur l'esclave Onésime, saint Paul ne conteste pas l'existence de l'esclavage. Un chrétien peut avoir un esclave chrétien. Simplement, je dirais, l'Antiquité, et c'est valable au Moyen-Âge, chacun doit avoir des devoirs. L'esclave doit obéir à son maître et le maître doit, dans le gouvernement de ses esclaves, éviter les passions. Hein. Donc une sorte d'enfermement théologique, mais en même temps des ouvertures pratiques.
Le message de saint Paul, l'épître aux Galates, c'est il n'y a plus ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme, mais il y a une sorte d'identité supérieure à toute l'identité sociale, qui est l'identité conférée par le baptême. Il y a aussi dans le message finalement des évangiles, le Nouveau Testament, le message de la réciprocité des liens dans une société. Il y a aussi donc il y a quantité d'ouverture possible. Je dirais il y a un système dans l'Antiquité un peu ago-antagoniste entre un esclavage accepté de fait, parce qu'il fait partie du monde, et puis des possibilités de penser autre chose. On peut développer également ce qui se passe au Moyen-Âge, si vous le souhaitez. Il y a un autre moment critique, avec des forces également contradictoires, puisque à l'époque médiévale, malgré ce qu'on l'imagine souvent, il y a un renforcement spectaculaire de l'esclavage. Le royaume barbare, la fin de l'Empire romain, il y a un renouveau de l'esclavage qui s'était atténué à la fin de l'Empire romain. Et puis aussi tardivement qu'au XIVe siècle, il y a des formes de traite très importantes en Europe méditerranéenne où des chrétiens réduisent en esclavage des chrétiens orthodoxes, schismatiques. Donc l'esclavage est partie prenante de l'ensemble du Moyen-Âge. Il ne disparaît pas. Inversement, pratiquement, l'Église intervient au moins de deux manières. Lorsqu'on étudie les décrets des conciles, il y a je pense, 18 volumes que j'ai passés au crible. On s'aperçoit que finalement, l'Église prend position sur l'esclavage, pour des raisons nombreuses. Par exemple, l'amanimissio in ecclesia, l'affranchissement dans l'Église, est intéressant pour l'esclave, mais lorsque l'Église met ça en avant, ça permet de renforcer le rôle social de l'Église, puisque ça fait de l'Église une sorte de sanctuaire où l'esclave peut se réfugier et puis droit d'asile et être affranchi. On s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, l'Église a des esclaves et que lorsqu'elle demande aux laïcs d'affranchir les leurs, l'Église considère qu'elle a besoin de ces esclaves pour son assise économique. Et l'Église affranchit peu, finalement. Son discours était un peu comparable à ceux des acteurs économiques de l'époque. Il n'y a Oui, pas vraiment de différence. Tout à fait. Mais par ailleurs, dans les conciles, l'Église joue un rôle très important pour limiter le droit de vie de mort du maître sur son esclave. Donc elle établit des règles dans l'esclavage. Voilà, on peut dire ça comme ça. En fait, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment aux esclaves? En fait, elle cherche à instaurer dans la société de son temps un ordre qui est l'ordre finalement de l'Église. Le moins pire possible. Ah non, j'allais dire, non, je dirais pas ça. Un peu dans la provocation. L'ordre de l'Église. De l'ordre de l'Église. Puis deuxième chose, à l'époque médiévale, qui me semble être très importante, c'est que petit à petit, sans qu'aucun texte ne le dise à un moment précis, s'affirme l'idée qu'un chrétien ne peut plus avoir d'esclaves chrétiens. Et à l'époque de la Réforme, catholiques et protestants s'entre-déchirent, s'entretuent, peuvent tout se faire, mais ne se réduisent jamais mutuellement en esclavage. Et ça, il a fallu 1000 ans, pratiquement, entre saint Paul et voilà. Mais c'est une autre avancée considérable. Alors j'aimerais savoir, on va s'arrêter sur... Ah pardon, vous souhaitiez intervenir juste sur ce dernier point, oui. L'islam, de ce point de vue, fait l'avancée dès le 8e siècle. Oui. C'est-à-dire qu'un musulman ne pouvait pas mettre en esclavage un autre musulman. Tout à fait. Mais par contre, avec quantité d'accommodement, puisque les populations islamistes d'Afrique subsaharienne sont ponctionnées régulièrement. Donc, oui, il y a la règle et la mise en application de la règle. Mais c'est vrai que c'est... Les schismatiques aussi ont été... Tout à fait, jusqu'au XIVe siècle. Tout à fait. Jean-Michel Guel. Oui, non, je me souviens, j'ai une fois lu une phrase de Tocqueville qui m'a beaucoup frappé. Tocqueville, qui était un catholique un peu à distance, libéral, il dit « L'Église a dormi pendant 1500 ans à côté de l'esclavage ». Une phrase un peu lapidaire que j'ai trouvée très dure quand même. Mais malgré tout, il me semble que tout ce qu'on a dit, qui apporte beaucoup de nuances, malgré tout, on reste sur l'impression que l'esclavage aussi ne fait pas partie de la belle mémoire de l'Église. C'est-à-dire que quand on lit, encore une fois, cette encyclique In Plurimis, que je lis avec un certain plaisir, je dois dire, on voit bien que... Le pape qui l'a écrit. Donc le pape Léon XIII, 1888, pour saluer le fait que le Brésil, lui aussi, abandonne l'esclavage. Brésil, grand pays catholique, évidemment, déjà. Et grand pays d'esclavage. Oui. Alors, le pape au fond, on a l'impression qu'il reprend un peu toute cette idée qui était probablement déjà paulinienne.
que chacun se contente de son sort, quoi. C'est-à-dire que chacun reste dans le statut que la naissance lui a assigné, et que chacun, dans ce statut, fasse au mieux, que chacun, dans ce statut, suive les commandements, en quelque sorte. Alors, bon, il incite l'esclave à obéir finalement de façon... enfin, de bonne façon, j'allais dire. Il invite le maître à avoir une attitude extrêmement humaine envers ses esclaves. Mais évidemment, chacun doit rester... À sa place. Voilà, à un sa côté place. Conservateur assez Voilà, prononcé, quand même. et c'est très très fort dans cette encyclique. Et il invite même, c'est même un passage dans cette encyclique où on voit jusqu'où allait un peu ce souci pontifical, c'est de dire, écoutez, il dit aux esclaves, écoutez, là vous allez être libérés pour de bon, mais écoutez, n'ayez pas de ressentiment et de rancune pour ceux que vous avez vécu avant. Hein, donc, pardonnez à ceux qui vous ont opprimé si longtemps. Il dit ça donc aux Brésiliens. Finalement, c'est une doctrine universelle, puisque c'est une encyclique qui finalement a été rédigée pour tout le monde, mais elle est très intéressante dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, évidemment, elle n'est absolument plus audible. Hein, et moi, je pense que quand l'Église, au fond, travaille quand même, finalement, aujourd'hui, dans le sens du droit, du droit, disons, des droits de l'homme dans ce domaine, partout, eh bien, c'est là qu'elle est dans son rôle. Justement, on a quelques minutes pour conclure cette émission. J'aimerais d'abord connaître la position de l'Église aujourd'hui et en quoi comme aide-t-elle à lutter contre les formes d'esclavage, puisqu'on est là aussi pour essayer d'esquisser des solutions, si tant est que ce soit possible. Alors, Jean-Louis Schlegel, je vous redonne la parole. Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression, pas seulement une impression, on lit souvent que dans certaines luttes qui sont finalement peut-être proches de lutte contre les esclavages contemporains. Je pense en particulier à certaines formes ou à la prostitution. Dans un mouvement comme le NI, les chrétiens sont très présents. C'est-à-dire ils sont présents, on pourrait dire, dans l'action. Est-ce que les politiques, est-ce que les plus caritatives, peu importe, mais là, ils sont présents. À mon avis, il faudrait qu'ils maintiennent aussi toujours cette pression, je trouve, en tout cas, du droit. Moi, je trouve, en ce sens-là, le procès de cet été que vous avez rappelé, personnellement, je trouve que c'est quand même une voie importante. Hein. C'est-à-dire, même si peut-être même les textes du droit pénal français ne sont pas totalement clairs, c'est important que des juges disent le droit mettons, à ce couple qui a exploité à ce point une personne qui était chez elle. Et je trouve que c'est quelque chose d'important pour les autres. Monsieur Bott. Oui, sur la position de l'Église aujourd'hui et sur l'action qu'elle peut mener pour essayer de mettre un terme à ces nouvelles formes d'esclavage et l'esclavage en général. Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Simplement, tout à fait récemment, le pape François, lorsqu'il était en Thaïlande, a condamné l'esclavage sexuel et touristique en parlant d'esclavage. Il n'a pas parlé d'esclavage sexuel, ça a été repris dans la presse, mais il a prononcé le mot esclavage pour cette forme de mise au travail contrainte, si l'on peut dire. Est-ce que je peux ajouter un tout petit mot à propos de la prostitution? En même temps, je trouve que c'est un mauvais exemple par certains côtés, parce que regardez simplement les contestations de la législation à propos de la prostitution aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, il y en a qui disent, mais non, ça fait partie des libertés fondamentales et des femmes de se prostituer et des clients d'aller les voir. Et d'autres disent au contraire, non. On est typiquement dans un cas d'exploitation humaine et qu'il faut absolument condamner et les uns et les autres. Donc empêcher la prostitution, mais surtout punir les clients. Mais il n'y a aucun accord aujourd'hui là-dessus. La question de la liberté dans la prostitution est une grande question et dans d'autres formes d'exploitation également. La liberté, peut-on être libre quand on doit se nourrir, quand on n'a pas de papier? On pourrait dire aussi le droit de faire des heures supplémentaires en quantité industrielle. Voyez, enfin, où est la liberté, où est la pression? Olivier Grenouillot. Alors vous posiez deux questions, là, oui. La question de l'Église et la question des solutions, entre guillemets. Moi, je dirais qu'on parle beaucoup de l'Église, mais il faut, si on revient au passé, je suis historien, il faut parler du rôle des chrétiens, plus que du rôle des églises. Et les chrétiens ont joué un rôle important
non pas unique mais important, dans l'abolition de l'esclavage au XVIIIe ou XIXe siècle. Je dirais des chrétiens, Quelques grands noms, par exemple. catholiques ou protestants, et on appelait souvent d'avance protestantes. Mais Les protestants étaient plus en pointe là-dessus que on l'a les souvent catholiques. dit, mais en fait, les premiers critiques de l'esclavage sont les catholiques au XVIe et au XVIIe siècle, et même dans le monde protestant, ce ne sont pas les églises établies qui militent vraiment contre l'esclavage et la traite, ce sont des sectes un peu dissidentes, les Quakers, les méthodistes. Et donc, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, ce sont d'abord des individualités, avant que les institutions ne suivent, qui jouent un rôle dans l'abolition. Quant aux solutions, il n'y a pas de solution, mais je dirais que l'histoire nous apprend des choses, c'est que quand on a aboli l'esclavage et la traite au XIXe siècle, il a fallu aussi, après l'étape du droit, d'abord Roger Bott le disait, il y a les textes, il faut les faire appliquer. Et il faut les faire appliquer. Et parfois, je veux dire que lorsque le droit le permet, on a utilisé la force au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la traite est interdite, mais il y a une traite illégale qui se poursuit. Et que font les grandes puissances abolitionnistes? Elles envoient des navires de guerre au large des côtes d'Afrique pour vérifier si ces navires font du commerce ou ont des esclaves à bord. Et la traite française, par exemple, elle est accusée, et puis il y a plusieurs textes qui visent à la limiter, en 814, 817, 827, 831. Mais quand et pourquoi la traite française disparaît vraiment? Elle disparaît après 1830, pas simplement en partie du fait de la nouvelle loi, mais du fait que la répression de la traite au large des côtes d'Afrique est devenue tellement efficace quand vous voyez un navire négrier là-bas, la traite illégale, c'est un suicide économique. Donc il faut le droit, il faut le faire appliquer, et parfois avec la force, lorsque la force est issue du droit. Merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage sur cette question. Et effectivement, vous l'avez dit, on n'apporte pas forcément ici des solutions, mais on essaie de faire avancer la réflexion et de faire un point, notamment sur l'usage peut-être abusif souvent du terme d'esclavage et ce que recouvre ce terme esclavage aujourd'hui. Merci à tous les trois, encore une fois. Merci également à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Au revoir.